de Marseille. Et puis on va aborder cette matinée avec une question qui est d'actualité, dont vous entendez probablement souvent parler, d'ailleurs en consultation, en hospitalisation, qui est l'activité inflammatoire de la maladie, et on parle de sclérose en plaques active et non active. Donc on va voir un peu à quoi ça correspond, et surtout quelles sont les implications en particulier. Désolé, hein, mais on a plusieurs fois, ça passe sur 3 diapos. En particulier, l'implication dans la prise en charge thérapeutique. Alors, 2 mots d'introduction pour vous rappeler que la sclérose en plaques est une maladie qui est définie, alors on va le revoir, hein, parce que c'est ça qui est important en termes d'activité inflammatoire, par une infection donc, qui est inflammatoire, qui va toucher la myéline, démyélinisante, du système nerveux central. Le système nerveux central, pour nous, c'est le cerveau, la moelle épinière et le nerf auquel. Donc, aucune raison dans cette maladie d'avoir d'autres symptômes qui toucheraient autre chose que le système nerveux central. Vous vous rappelez aussi que c'est pas une maladie très fréquente, hein, 120 000 personnes en France, 2,5 millions dans le monde, mais c'est la cause la plus fréquente en termes de handicap du sud des zones. C'est une maladie largement, malheureusement, féminine. Un homme pour 3 à 4 femmes. On n'a pas d'explication pour l'instant pour rendre compte de cette surreprésentativité pour les femmes. On ne connaît pas les causes. On ne va pas rentrer dans la discussion sur l'environnement, la génétique. C'est une maladie qu'on considère comme auto-immune, c'est-à-dire que l'organisme, avec ses défenses immunitaires qui devraient le protéger, va s'attaquer et va attaquer le système nerveux central. La sclérose en plaques, c'est l'équivalent de la première arthrite rhumatoïde pour les rhumatologues, c'est l'équivalent du psoriasis pour les dermatologues. C'est une maladie très hétérogène. Chaque patient, même si on est dans le même cadre de la maladie, ne se ressemble pas, d'un point de vue des symptômes, d'un point de vue de l'évolution, d'un point de vue de l'IRM, et parfois même d'un point de vue de la réponse thérapeutique. Alors là, on a fait plus de progrès, même si on ne connaît pas les causes de cette maladie, c'est clairement sur la prise en charge thérapeutique. Je pense qu'on peut dire en 2022 qu'on va le revoir aussi, si la sclérose en plaques est diagnostiquée très tôt, on est à même de mettre en route des traitements qu'on va adapter au fur et à mesure du temps pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de poussée, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de séquelles de ces poussées, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de handicap. Alors, il nous manque encore un peu de recul pour dire à 20 ans, 30 ans, est-ce qu'on est capable de verrouiller complètement l'évolution de la maladie. Mais une personne qui débute sa maladie dans la forme classique de la maladie, on va en reparler, c'est-à-dire avec des poussées, on peut presque s'avancer pour dire dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir, les traitements vont s'adapter pour qu'il n'y ait plus de poussées. S'il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de séquelles de ces poussées. S'il n'y a pas de séquelles de ces poussées, il ne doit pas y avoir de handicap, c'est-à-dire de gêne dans la vie de tous les jours. Deuxième rappel, très simple, mais ça va nous permettre un petit peu de comprendre. Alors, ce système nerveux central, il est fait de façon un petit peu particulière. Bon, il y a un neurone qui va envoyer un prolongement qu'on appelle l'axone et qui va permettre de transmettre l'électricité, ce qu'on appelle l'influx nerveux. Alors, cette électricité, sa transmission est un peu particulière dans le système nerveux central. Elle n'est pas linéaire, comme un fil électrique classique dans l'électricité. On dit dans notre langage qu'elle est saltatoire, c'est-à-dire qu'elle passe d'un endroit à un autre. Vous voyez qu'entre cette myéline là, qui est organisée, il y a des petits espaces qui sont vides, où il n'y a pas de myéline, mais où se situent tous les canaux ioniques qui permettent de lancer l'électricité, de la faire rebondir et de la faire passer. Alors, on comprend assez bien que si la myéline est détruite à un endroit donné, bah, cette conduction qui saute d'un endroit à l'autre va être perturbée. L'électricité, l'influx nerveux va être ralenti, et en fonction de l'endroit où ça va se passer, bah, il va y avoir des symptômes. Donc la poussée aiguë, c'est une atteinte, on dit démyélinisante aiguë, inflammatoire, hein, c'est une attaque inflammatoire sur la myéline, qui détruit la myéline. Il va y avoir une perturbation dans la transmission de l'électricité, parfois même des blocs de conduction, c'est-à-dire que ça passe plus du tout et les symptômes sont très importants. Il y a des mécanismes de réparation, on ne va pas rentrer dans le détail, qui permettent, alors d'ailleurs avec les traitements anti-inflammatoires, les corticoïdes, de nettoyer l'inflammation, avec certains processus de réparation, la remyélinisation, cette myéline va se reconstruire de façon plus ou moins parfaite et les symptômes peuvent disparaître puisque la conduction de l'électricité va reprendre. Donc la poussée, symptômes, par exemple, si elle se situe sur le nerf optique et le visuel, les corticoïdes plus les processus de réparation vont faire qu'on va récupérer des troubles visuels, plus ou moins complètement, mais récupérer. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les attaques successives, qui sont de moins en moins nombreuses, puisque les traitements de fond protègent de ces attaques, vont entraîner ce qu'on appelle une démyélinisation chronique.
Et si la myéline ne se reconstruit pas, l'électricité passera plus ou moins bien et les symptômes vont rester. Ce qu'on appelle les séquelles, et c'est ce qui va expliquer l'invalidité ou le handicap. Alors c'est vrai que dans la forme plus progressive de la maladie, on pense qu'en dehors de l'inflammation, de la dénisation, il y a probablement d'autres paramètres qui touchent le neurone et son prolongement, et qui expliquent d'ailleurs que les traitements qu'on utilise marchent bien sur les formes les poussées, ne marchent pas, ou beaucoup moins bien, en tout cas sur les formes progressives. L'IRM, elle va nous apprendre un peu la même chose, parce qu'on a beaucoup parlé d'IRM. Lorsqu'il y a une poussée aiguë, on va avoir l'apparition d'une nouvelle lésion, entre guillemets, aiguë, qui va être rehaussée avec l'injection du produit qui est utilisé, ce qu'on appelle le gadolinium. Ces poussées aiguës risquent de laisser des traces, comme les séquelles cliniques, c'est-à-dire des petites anomalies qui vont rester au niveau de l'IRM, qui ne correspondent pas à une nouvelle lésion, à des cicatrices de lésion. Et puis au fur et à mesure du temps, on a d'autres paramètres qui permettent de dire ces lésions, elles touchent probablement le neurone, on ne va pas rentrer dans le détail, il peut y avoir une petite atrophie ou des choses comme ça qui conduisent que la maladie est plus progressive. Alors, jusqu'à maintenant, on classait, entre guillemets, la sclérose en plaques, j'aime pas trop le terme maintenant partout, sclérose en plaques, on dit maladie inflammatoire du système nerveux central. Sclérose en plaques, c'est une maladie, c'est un tiroir qui est défini par le fait qu'il y a de l'inflammation dans le système nerveux central. Alors, on classait la maladie jusqu'à ces dernières années en rémittente, c'est-à-dire avec poussée, en forme la plus classique, 80% des cas, touche la jeune femme au début, autour de 20 à 30 ans. Et à l'inverse, une forme beaucoup plus rare, autour de 10% des cas, qu'on appelle la forme progressive primaire. Progressive primaire, ça veut dire que le handicap va s'aggraver progressivement sans qu'il y ait réellement de poussée authentifiée. Par exemple, les troubles de la marche qui vont commencer, puis s'aggraver tout doucement dans le temps, sans qu'il y ait vraiment de poussée, et sans qu'il y ait d'ailleurs beaucoup d'activités inflammatoires à l'IRM. Il y a une forme dite intermédiaire qu'on appelait secondairement progressive, c'est-à-dire après une phase avec des poussées, la maladie commence à évoluer progressivement, avec ou sans poussée, mais enfin, le handicap va s'aggraver progressivement. Donc ça, c'est la définition classique, la classification, si on peut dire, de la sclérose en plaques. Il faut se sortir ça de la tête, parce que tant d'un point de vue du diagnostic que surtout de la prise en charge thérapeutique, ça n'a plus de sens de dire c'est rémitant, c'est progressif, c'est secondairement progressif. Le point clé, c'est l'activité inflammatoire. Et vous allez comprendre pourquoi. Et notre nouvelle, entre guillemets, classification ne parle plus de forme poussée, de forme progressive, on parle de forme active et non active. Par exemple, un premier épisode, la première poussée, pour faire simple, soit sur l'IRM, on va identifier de l'activité inflammatoire avec des lésions qui sont récentes, qui sont rossées après l'injection. Ça va nous donner une forme, on va dire, active de la maladie qui évolue par poussée. Même chose pour les formes progressives, soit il y a des activités inflammatoires, soit il n'y en a pas. Alors, comment on définit l'activité? Il y a deux façons de voir les choses. Il y a la clinique et l'IRM. La clinique, pour l'activité classique, c'est les poussées. Et c'est toujours un peu compliqué quand quelqu'un fait un symptôme. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle poussée? Est-ce que c'est un symptôme qui était déjà présent qui s'accentue? Ça ne prend pas la même valeur en termes d'activité inflammatoire. Pour la progression, c'est de constater que le handicap va s'aggraver tout doucement, insidieusement, progressivement. Et on va voir ce qui est beaucoup plus pertinent, sensible pour détecter l'activité, c'est l'IRM, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles lésions. Si entre deux IRM, il y a une ou deux nouvelles lésions qui apparaissent, ça veut dire que l'activité inflammatoire est toujours présente. Et ça veut dire qu'avec un traitement X, le traitement n'est pas suffisamment efficace et qu'il faut reconsidérer les choses d'un point de vue de la prise en charge thérapeutique. Donc le premier message, et c'est la raison pour laquelle on fait autant d'IRM très régulièrement, c'est pas pour embêter les patients, c'est pour détecter le fait qu'il puisse y avoir ou pas une nouvelle activité qui va changer le traitement, et qui peut même changer, si on peut dire, pas le diagnostic, mais le côté évolutif du diagnostic. Alors c'est un peu paradoxal parce que cette maladie, on la connaît depuis longtemps, hein, c'est Jean-Martin Charcot qui l'a décrite en 1868. Il y a eu toute une phase jusqu'aux années 1980 où il n'y avait pas d'IRM. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'il faisait plutôt à l'époque? Eh bien, s'il y avait des poussées, la maladie évoluait. Si le handicap progressait, la maladie évoluait, puis on s'arrêtait là. C'est du temps qu'il n'y avait pas de traitement. À partir de 1980, l'IRM est arrivé, et il y a eu toute une déclinaison des critères diagnostiques qui se sont centrés sur l'IRM. Je crois qu'on peut dire que depuis les années 2010, c'est l'IRM qui fait le diagnostic de la maladie.
certes, il peut avoir des symptômes qui touchent le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière ou le nerf optique. C'est l'IRM qui nous montre qu'il y a des lésions, qui expliquent ces symptômes, que ces lésions elles sont inflammatoires, elles sont actives ou pas actives, et c'est l'IRM qui fait toute la sensibilité du diagnostic de la maladie. Alors, pour vous rappeler un élément quand même important dans le diagnostic, d'abord, ça reste un diagnostic d'élimination, puisqu'on ne connaît pas la cause. On ne fait pas une prise de sang en disant il y a une sérologie positive au Covid, donc on a le Covid. On n'a pas de moyen de dire, en faisant tel ou tel examen, on est sûr que c'est entre guillemets la sclérose en plaques. Donc ça reste un diagnostic d'élimination, ce qui veut dire qu'on peut se tromper. Et ça, c'est important pour la prise en charge au niveau des traitements. Vous avez peut-être entendu parler d'une maladie qui ressemble un peu à la sclérose en plaques, qu'on appelle la neuromyélite optique. C'est la particularité de toucher plutôt le nerf optique et la moelle épinière, pour lequel il y a des anticorps qui sont connus, et c'est ce qui nous permet de faire le diagnostic. Ben, ce cadre de maladie ne répond pas bien ou pas du tout, voire même s'aggrave avec les traitements classiques de la sclérose en plaques. Il ne faut pas se tromper, parce que si on se trompe de cible, on se trompe de traitement et on se trompe d'efficacité thérapeutique. Il y a des traitements plus spécifiques dans la neuromyélite optique qui fonctionnent remarquablement bien. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est que, quand même, il faut rester un peu clinique, il faut faire des symptômes qui touchent le système nerveux central, le taux visuel, le taux d'électricité, le taux de la sensibilité. C'est quand même la porte d'entrée. Hein, on ne va pas faire une IRM s'il n'y a pas un symptôme. Donc les symptômes, ils sont, comment dire, évocateurs, mais ils ne sont pas spécifiques, puisque le système nerveux central commande un peu tout. Donc, en fonction de l'emplacement des lésions, il y aura tout un tas de symptômes très différents. Même si la vision, la motricité, la sensibilité, ce sont les symptômes les plus fréquents, en tout cas au début de la maladie. L'IRM, on va en parler, parce que c'est ce qui fait le diagnostic. Et la fonction vert, on continue à l'utiliser parce que ça peut rentrer dans les critères diagnostiques, et ça a aussi un élément pronostic. Et bien sûr, certains éléments de la fonction vert, on va pouvoir en dire, attention, cette maladie pourrait être plus agressive, ou au contraire, elle pourrait être moins agressive. Et la définition, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de l'inflammation qui touche la myéline dans le système nerveux central, le cerveau, le nerf optique et la moelle épinière. Et l'élément diagnostique clinique, ben, ça va être de faire des poussées à des endroits différents, par exemple un trouble moteur au début et un trouble visuel 2 ans, 3 ans après, donc à des endroits différents, à des moments différents, c'est-à-dire à 2 ans d'intervalle. Et l'IRM, elle va nous rendre de grands services parce qu'elle va nous montrer des lésions qui sont dans des endroits différents. Vous voyez, là, il y a 4-5 lésions, elles ne sont pas uniques à cet endroit-là, elles sont dans des endroits différents de cette coupe du cerveau, au niveau du nerf optique ou au niveau de la moelle épinière. Donc là, sur cette simple IRM, on a la moitié des critères diagnostiques, c'est ce qu'on appelle la dissémination spatiale, des lésions à des endroits différents. Et puis, si on fait 2 IRM et qu'entre les deux, il y a une nouvelle lésion qui apparaît, on va avoir l'autre moitié du diagnostic, qui est la dissémination temporelle, nouvelle lésion à un moment différent. Donc, rappel quand même sur les éléments cliniques qui sont certes importants, mais pas très très sensibles et pas très spécifiques. Une poussée, une vraie poussée, c'est l'apparition de nouveaux symptômes, pas des symptômes anciens qui reviennent, donc ça c'est important. Donc, on va parler de pseudo-poussée, quand quelqu'un, par exemple, a des troubles de la sensibilité, il fait une grippe avec de la fièvre, ça s'accentue, c'est pas une poussée, c'est une pseudo-poussée. Ou alors, il y a une contrariété importante, voilà, il a perdu quelqu'un de sa famille, il a perdu son chien, sa femme l'a quitté, les symptômes s'accentuent, c'est pas une poussée, c'est sûrement une pseudo-poussée. Alors attention, c'est important, parce qu'on va pas s'arrêter sur ces symptômes-là pour dire le traitement ne marche pas ou le traitement ne marche pas. Il faut que ça dure plus de 24 heures, qu'il n'y ait pas de fièvre, parce que la fièvre, c'est l'exemple que j'ai pris, va faire, sinon on va apparaître, en tout cas accentuer certains symptômes. Il faut qu'il y ait un délai au moins d'un mois entre les poussées, donc ça c'est une histoire de spécialiste. Mais il y a des critères. Il faut bien les différencier de ce qu'on appelle des pseudo-poussées, qui sont des symptômes déjà présents, qui vont s'accentuer pour tout un tas de raisons. La progression, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que quelqu'un progresse, c'est-à-dire que son handicap, sa gêne fonctionnelle va s'aggraver progressivement. Pour l'instant, on considère que sur 2 examens différents en 6 mois, s'il y a une vraie aggravation du handicap, on considère qu'il y a une progression. Parce que là aussi, quelqu'un qui est gêné pour marcher, il fait très chaud, un épisode de fièvre, ça va s'accentuer, puis ça va rentrer dans l'ordre,
et 2 mois après, il sera plus au même niveau que 2 mois avant. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et pour la même raison, il faut dissocier ça des aggravations dites transitoires. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, l'IRM? Ben, les critères diagnostiques de la maladie, c'est-à-dire des lésions à des endroits différents, à des moments différents. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on utilise des séquences particulières, c'est pas bien grave, qui nous permettent de voir ces lésions à des endroits différents. Vous voyez, sur une seule coupe, il y a une dizaine de lésions qui sont situées à des endroits différents. Donc là, on a les critères diagnostiques, si on peut dire, de la dissémination spatiale. Et quand on fait l'IRM avec injection, si on trouve une lésion qui est rehaussée par le produit, c'est pour ça qu'on fait l'injection d'ailleurs, eh bien, on aura le critère de dissémination temporelle. Parce que la différence entre toutes ces lésions qui sont là et celles-là, celles-ci, elles sont cicatricielles, elles sont anciennes, et celle-ci, elle est nouvelle. Donc, ça nous permet, sur une seule IRM, la première IRM, donc le premier symptôme, de valider, entre guillemets, les critères diagnostiques de sclérose en plaques, puisqu'on a cette fameuse dissémination temporospatiale. Et on n'oublie pas la moelle épinière. Alors, c'est un peu plus compliqué, les lésions sont plus petites, c'est plus difficile à visualiser ce cordon médulaire, il y a plein de choses autour, il y a de l'os, on respire, etc. Donc, c'est moins sensible. Vous voyez, là, une petite anomalie de signal qui est rehaussée après injection de gadolinium, une petite ici qui est cicatricielle, et puis on a certaines techniques qui permettent d'en voir plus, entre guillemets, donc c'est pas d'en voir plus, c'est pas le. Et on a des critères, alors on apprend aux étudiants, ça c'est une diapositive qu'on utilise pour les cours, pour les étudiants en médecine. La dissémination spatiale, c'est-à-dire plusieurs lésions à des endroits différents, et les critères précis, près des ventricules, près du cortex, sous la peau du cerveau, dans la moelle épinière. Et on leur dit, voilà, sur le premier épisode, s'il y a 2 anomalies de signal dans ces 4 territoires-là, vous avez validé ce qu'on appelle la dissémination spatiale. 2 lésions à 2 endroits différents. Et ces endroits, ils ne sont pas quand même n'importe où en termes de sensibilité diagnostique. Et puis pour la dissémination temporelle, c'est-à-dire 2 lésions qui n'ont pas le même âge, si on peut dire, bah, soit sur la première IRM, je l'ai déjà dit, après injection, on voit apparaître des lésions qui nous disent celle-ci est très récente par rapport aux autres, et c'est entre guillemets plié pour le diagnostic. Soit c'est pas le cas, on refait un contrôle d'IRM, et si on voit apparaître une nouvelle lésion sur le contrôle, ça veut dire qu'elle est apparue entre temps, elle est nouvelle, donc on valide ce critère de dissémination temporelle. Donc c'est ces 2 éléments-là qui nous font retenir le diagnostic et qui nous font dire le diagnostic est posé, il faut mettre en route un traitement pour bloquer cette inflammation, qu'elle ne revienne plus, qu'elle n'entraîne pas de nouvelles poussées, qu'elle soit responsable de séquelles et donc éventuellement de handicap. Et ces éléments-là, ils sont importants pour le pronostic. C'est la raison pour laquelle 2 personnes qui débutent leur maladie au même moment ne vont pas s'entendre dire la même chose. Certains vont s'entendre dire on va mettre en route un traitement entre guillemets plutôt léger, et d'autres vont s'entendre dire qu'il faut être plus incisif, on attaque tomber des traitements plus, pas agressifs, hein, mais plus efficaces. Alors il y a des critères qui sont considérés comme de mauvais pronostics. Alors au niveau clinique, sur les symptômes, le sexe masculin est considéré comme plutôt mauvais, mais c'est pas parce qu'on est un homme qu'on va moins bien évoluer, c'est parce qu'en étant un homme, comme c'est plus fréquent chez la femme, on a plus de chance, malchance d'avoir une forme progressive. Et la forme progressive, malheureusement, on en parlera tout à l'heure, les traitements ne sont pas efficaces. Commencer après 40 ans, c'est pareil. La forme progressive, notamment dans la forme classique de la jeune femme, ça commence plutôt à 40-50 ans. Donc c'est pas l'âge de sexe féminin, c'est parce que la forme progressive est plus invalidante que la forme classique avec tout ce que. Bah, avoir des signes dits pyramidaux, les pyramidaux, c'est la motricité. C'est sûr que si on garde des séquelles motrices, il y a plus de chances pour qu'on soit embêté au sens évolutif du terme. Faire une première poussée sévère, qui laisse des symptômes, justement. Avoir recours au traitement corticoïde, c'est pas avancé, parce qu'en général, tout est poussé en retraite. Par contre, ça, c'est pas ça qui est important. C'est ça qui va être le plus important. Sur la première IRM, si ce qu'on appelle nous la charge lésionnelle, c'est-à-dire le nombre de lésions est importante, c'est plutôt moins bon pronostic que s'il y a une seule ou deux. D'accord? Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est de la description en termes, on va dire, plus spécialisés pour les radiologues, en fonction de la localisation des lésions, en fonction de l'activité inflammatoire. S'il y a beaucoup de lésions, c'est après injection de gadolinium, c'est des éléments qui font dire attention, la maladie peut être par mal. Et donc, il va falloir s'armer de façon un peu plus incisive pour la prendre en charge avec des traitements plus efficaces.
Donc ces marqueurs, il faut les identifier. Mais je vous ai mis, alors, regardez pas trop, je vais vous expliquer très simplement. Voilà, plus de 1000 patients qui avaient fait une première poussée dans une équipe de Barcelone et ils ont suivi pendant 10 ans ces personnes pour regarder s'il y en avait d'autres, s'il y avait des séquelles, s'il y avait du handicap, et ils ont suivi l'IRM. Bah, quand on regarde le temps mis pour avoir des séquelles, ce qu'on appelle le DSS3, c'est-à-dire être gêné dans la vie de tous les jours, bah, il n'y a rien qui sort sur les critères cliniques, hein, qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait 19 ans, qu'on ait 49 ans. Tout ce qui sort, c'est à droite. Là. Ce qui est à gauche, ça veut dire que ça n'a pas de sens. Ça n'apporte rien. Qu'on commence par une névrite optique ou un autre symptôme, ça ne change rien non plus. Par contre, ce qui change, c'est l'IRM, c'est le nombre de lésions au début. Et regardez sur cette courbe-là qui est liée au même travail, si on n'a pas ou très peu de lésions au début, ben on n'évolue pas en fait, à 15 ans, hein, 10 ans et à 15 ans. Par contre, si vous avez plus de 10 lésions sur la première IRM, ben, c'est pas du tout la même chose, on évolue plus vite et de façon moins bonne. Donc l'IRM est fondamentale au début, et puis elle va être fondamentale dans le suivi, puisque si on cumule les lésions au fur et à mesure du temps, c'est pas bon signe si on se met à 10-15 ans en termes de gènes dans la vie de tous les jours. Et il y a plein d'études qui montrent, c'est-à-dire le nombre de lésions sur la première IRM va expliquer le handicap à 5 ans, va expliquer le handicap à 10 ans, va expliquer le handicap à 20 ans. Et l'autre élément très important, c'est que tout se passe au début de la maladie. Vous voyez, le petit carré rouge, là, c'est les 5 premières années. Les petites courbes, là, c'est les patients qui vont tous débuter en même temps, bien sûr, leur première poussée, ceux qui vont pas déclencher d'autres poussées, ceux qui vont rester sous une forme avec poussée à 20 ans d'évolution, 20 ans, hein, on est à 20 ans par rapport aux premiers symptômes, et ceux qui vont malheureusement passer en phase progressive au fur et à mesure du temps. Et ben, c'est l'accumulation des lésions dans les 5 premières années qui explique ça. Soit ça bouge pas, il n'y aura rien. Soit ça bouge un tout petit peu, pour rester dépoussé, mais en tout cas, il y aura très très peu de handicap. Soit ça bouge très vite, et beaucoup. Et dans ce cas-là, si on se met à 20 ans, c'est des gens qui sont gênés. Donc ça veut dire que non seulement lors de la première poussée, s'il y a beaucoup de lésions, c'est prédictif qu'on puisse mal évoluer, mais si ça bouge dans les premières années de la maladie, c'est prédictif que ça va mal évoluer aussi si on se met à 30 ans. Deuxième point important, qui est souvent négligé, c'est les lésions de la moelle épinière. Alors, regardez pas le truc, c'est en anglais, parce que c'est sorti dans les anglais, ça. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a des lésions de la moelle épinière lors de la première poussée, on risque de moins bien évoluer à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Si on n'en a pas, c'est plutôt un élément de bon pronostic. Donc, une forme qui sera moins évolutive. Et puis attention, ces lésions, elles ne parlent pas. Il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de poussée, mais si on ne fait pas d'IRM, on ne les voit pas. Et si on ne fait pas d'IRM et qu'on ne les voit pas, et que ça cumule au fur et à mesure du temps, ben, si on se met à 15 ans, les gens vont moins bien que s'il n'y en a pas, ou si ça bouge pas. Et c'est très important, cette notion du nombre de lésions au début, de l'activité inflammatoire au début, et des premières années d'évolution de la maladie, si ça bouge beaucoup, parce que tous les traitements que nous utilisons, ils sont anti-inflammatoires. Et ils marchent remarquablement bien sur l'inflammation, on va en parler. Et tous ces traitements marchent d'autant mieux qu'on les utilise tôt. C'est une espèce de fenêtre de tir qui, tout un tas d'études qui montrent que si on commence un traitement tôt et qu'on bloque l'inflammation tôt, et bien à 10-15 ans, ce ne sera pas la même chose que si on attend 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour mettre en route le traitement. Et c'est bien parce que je viens de vous dire, parce que si ça bouge beaucoup au début de la maladie, c'est mauvais signe pour la suite des opérations. Et les traitements, ils vont agir sur cette phase inflammatoire là, qui est en rouge et qui va diminuer dans le temps. Donc plus on attend pour mettre en route un traitement anti-inflammatoire qui bloque l'inflammation, et si cette inflammation diminue, moins ça marchera. Donc il faut taper au moment où elle est le plus important. Et le plus important, c'est au début de la maladie. Alors, on a fait des progrès quand même concernant les traitements. En 1994, il y avait 0 médicament qui permettait de diminuer la fréquence des poussées, d'éviter les séquelles, et donc d'éviter le handicap. On est en 2020, on attend l'année prochaine la 15e molécule de tests différentes qui devrait arriver.
Alors, ça fait beaucoup de médicaments, ça fait un peu centre commercial. C'est pas ça l'idée, c'est de s'adapter à la personne. Il y a des gens qui vont très bien répondre à des traitements très simples et très longtemps. Et puis il y a des gens qui vont nécessiter de changer de traitement, malheureusement régulièrement, parce que ces traitements ne sont pas assez efficaces ou ne sont pas bien tolérés. Toujours est-il que tous ces traitements marchent, encore une fois, j'insiste, sur l'inflammation. Donc, principalement sur les poussées et l'activité inflammatoire qu'on voit les nouvelles lésions ou les prises de gaz humaines. Dans les formes progressives, qu'elles soient primaires ou secondaires, aucun traitement n'a montré son efficacité aujourd'hui. Aucun. Y compris ceux qui marchent très bien dans les formes où il y a de l'inflammation et dans les formes où il y a des poussées. Alors c'est un peu déstabilisant parce qu'on se dit pourquoi c'est pas la même maladie. Probablement c'est pas tout à fait la même maladie. Les mécanismes sont un petit peu différents et les traitements que nous utilisons, ben, ils ont aussi très inflammatoires et c'est peut-être pas l'inflammation qui est la priorité dans les formes progressives. On verra ce que donne des protocoles d'études qui sont en cours avec une nouvelle classe qui porte un nom barbare comme d'habitude, qu'on appelle les inhibiteurs d'actérose multinale. On a 3 grosses études en cours, dont les tout premiers résultats très préliminaires ont montré que ça marchait dans les formes progressives. Et encore plus important, dans les formes progressives, il n'y a pas d'activité inflammatoire. Donc on compte beaucoup sur ces classes de médicaments et les résultats qui sont en attente, en espérant que ça va marcher. Parce que les formes progressives, pour l'instant, si elles ne sont pas actives, on va en reparler, on n'a pas de moyen efficace d'enrayer l'évolution. Parce que le but aujourd'hui, là, c'est amusant, enfin, pour moi qui ai un peu plus de recul que mon collègue qui donne. Moi, j'ai connu une époque où il n'y avait pas de traitement, j'ai connu l'arrivée des traitements, on était beaucoup investi dans les protocoles de ces nouveaux traitements, et on était très heureux il y a 20 ans en arrière quand on avait des résultats qui nous disaient, voilà, ce traitement, il diminue de 50% les poussées, il diminue de 60% les poussées, il diminue l'activité inflammatoire à l'IRM de 60%. C'était très heureux en disant, c'est quand même très efficace. C'est plus le cas maintenant, hein. Ce qu'on veut, c'est zéro. Plus de poussée, plus d'activité inflammatoire à l'IRM et pas de modification du handicap. Cible de 100%. Et c'est ça qu'il faut essayer d'obtenir, et en particulier quand on est au début de la maladie. Je vais vous montrer, il ne faut pas perdre de temps, soit en utilisant un traitement incisif parce qu'il le faut, parce que des indices pronostiques qu'on a vu, soit parce que c'est en train de bouger, y compris si la personne va bien. Donc, si elle va bien, s'il ne fait pas de poussée, c'est l'IRM qui nous donne la solution. C'est pour ça qu'on continue à faire des IRM, premier point. Et deuxième point, il faut s'adapter à la personne. Les résultats des études, c'est sur 300 personnes, 500 personnes, c'est des moyennes. Donc ça marche à 60%. Si ça marche à 60%, c'est que certaines personnes répondent à 100% et d'autres à 0. Donc il ne faut pas laisser passer le cap de la personne qui répond à 0. Et c'est encore une raison pour laquelle il faut s'adapter à l'individu et les traitements, maintenant, ils sont personnalisés en fonction de la personne. Je vais prendre 2 exemples. Ne lisez pas ce qui est au-dessus, c'est en anglais parce que c'est encore une revue anglaise. Vous mettez en route un traitement au tout début de la maladie. C'était l'époque des interférons, hein, parce qu'on a du recul et ça fait compte à 15 ans maintenant de ces traitements. Vous mettez un traitement en route au début de la maladie, eh bien, si l'IRM bouge, c'est-à-dire s'il y a des nouvelles lésions qui apparaissent dans la première année du traitement, regardez la différence en termes de handicap. S'il n'y a pas de nouvelles lésions, les gens ne bougent pas. S'il y a des nouvelles lésions qui apparaissent, ça bouge très vite. Et c'est fonction du nombre de lésions. Une lésion, bon, on pourrait se dire, on va attendre un peu pour voir si il faut changer de traitement. Quand on est à 2 lésions, on est à 70% de risque d'avoir un handicap à 5 ans. Et si on est à plus de 3 lésions qui apparaissent dans cette première année, on est à plus de 80%. Dans la première année, juste dans la première année. Ça, c'était à 5 ans. Et quand on se met beaucoup plus loin, c'est-à-dire à 15 ans, et qu'on regarde tous les paramètres cliniques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des poussées, est-ce que le handicap il a bougé, et IRM, est-ce que l'IRM a bougé, le seul paramètre qui sort, c'est l'IRM. Vous voyez, c'est encore une fois à droite, là. Les nouvelles lésions. Le reste, les poussées, elles sont là, ça sort pratiquement pas. Donc faire une poussée dans la première année ou les 3 premières années, c'est pas synonyme d'aller moins bien à 15 ans. Par contre, voir des nouvelles lésions apparaître dans la première, deuxième, troisième année, c'est synonyme d'aller moins bien à 15 ans. Alors, on utilise des critères, entre guillemets, un score 0, 1, 2, il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de nouvelle lésion.
Un score 1, il peut y avoir des lésions, mais pas de poussée. 2, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour essayer de classifier un peu les gens. Vous voyez que si on a un score à 0, c'est 10. C'est-à-dire s'il n'y a rien de plus. Ou très peu, quand même, à l'IRM, hein. Moins de 4 nouvelles lésions qui apparaissent, quand même. On a 25% de risque d'augmenter son handicap. Si ça bouge plus à l'IRM, on passe à un tiers. Et puis si beaucoup de lésions, voire des poussées, alors là, on est à 65% de risque. Donc ça veut dire qu'il faut être très attentif. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup d'IRM. Alors, quel impact sur les traitements? La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est lié à l'activité inflammatoire de la maladie. Donc, je vous ai montré une diapositive sur laquelle il y avait plein de médicaments, vous les reconnaissez, les interférons, l'inotropinate, l'althalazine, le motolinumab. Vous les connaissez peut-être avec d'autres noms parce qu'ils ont des noms commerciaux, mais nous, on ne les utilise pas en tant que tels, en tout cas. Ils sont classés en fonction des études comme des médicaments modérément actifs. Alors attention, hein, modérément actifs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas actifs, ça veut dire qu'ils sont moins actifs que d'autres. Et très hautement actifs. Il y a des patients qui sont sous interférons, j'ai pris des patients sous interférons depuis 25 ans, donc on fait toucher, comme des engrais, ils répondent très bien à ce traitement. Hein. Ils sont placés dans les modérément actifs, mais c'est parce qu'ils sont moins actifs que d'autres traitements qui ne font plus. Ça ne veut pas dire que ces médicaments ne sont pas bons. Ça veut simplement dire qu'ils peuvent être moins actifs, et c'est pour ça qu'il faut surveiller pour éventuellement changer. Et toute notre discussion actuellement, ça porte un nom de radar, on dit induction ou escalade. Escalade, c'est dire on commence par un traitement un peu simple, on surveille bien, et puis si ça bouge, on change de classe, et puis si ça bouge, on rechange de classe pour aller vers des traitements dits plus efficaces. C'est-à-dire que les autres ne sont pas. Et l'induction, ça serait dire, dès le début de la maladie, on tape fort. Et des traitements d'emblée très actifs, et puis on ne sera pas obligé de passer par la case, on rechange, parce que la case, on rechange, on a perdu tout le temps. Pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette question parce qu'il n'y a pas eu franchement d'études comparant les deux. C'est compliqué, hein. Faire des études en disant à droite, on va mettre des gens qui vont bouger, on va changer de traitement. À gauche, on va taper fort d'emblée, et puis on verra c'est une différence. C'est compliqué à faire d'un point de vue éthique. Toujours est-il que il ne faut pas perdre de chance. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle on fait des IRM sans arrêt. Pour détecter des choses qu'on ne verrait pas autrement, ils vont très très bien, et ils sont en train de dire pas du tout, votre IRM, il y a 2 nouvelles anomalies, donc ça veut dire que le traitement n'est pas assez efficace. Alors il y a une autre notion, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est pas le but. Il n'y a pas que l'efficacité qui compte avec les médicaments, il y a la tolérance. Hein, il y a une espèce de balance. On dit, on aurait bien envie d'utiliser le plus efficace d'emblée, mais est-ce que c'est plus efficace si on parle moins bien toléré? Et pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul à très long terme avec des médicaments comme les anti-CD20, l'atezolizumab, maintenant on a presque 15 ans de recul, on sait que sur la durée. En dehors du JC-virus, ça c'est paramétré parfaitement bien. Par contre, les deux autres au-dessus, là, qui sont très efficaces, qu'on appelle les anti-CD20, on n'a pas encore assez de recul pour dire à 30 ans, il y a plus d'infections, est-ce qu'il peut y avoir du cancer, des patients plus fréquentes, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas cette réponse. Il n'y a pas que l'efficacité contre quelqu'un, on parle surtout d'efficacité parce que c'est inflammatoire. Il y a la tolérance, il y a la personne. Est-ce que la personne va accepter de produire en injection cutanée, venir à l'hôpital tous les mois pour une perfusion, tous les 6 mois ou 1 an avec les anti-CD20, tout un paramétrage qui fait que là où l'éducation thérapeutique est très importante, c'est expliquer et puis essayer de connaître la personne pour savoir ce qui va, on va dire, mieux coller à sa vie personnelle, professionnelle, sportive. Toujours est-il que cette notion d'activité inflammatoire, maintenant, il y a un schéma qui est bien réglé pour dire on surveille de très près l'IRM. Et puis, si sous traitement, il y a une activité inflammatoire, ben on change de classe de traitement pour aller vers un traitement plus efficace, considéré comme plus efficace. Alors, toujours avec, en tenant compte des poussées, mais en fait, des poussées, avec les subjectifs des poussées dont on a parlé tout à l'heure, compliqué, et c'est quand même l'IRM qui est le paramètre le plus sensible, encore une fois. On discutait au niveau de l'équipe il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques années encore, on avait plus de
24 lits d'hospitalisation en hospitalisation conventionnelle, en temps d'hôpital de jour, dédiés aux maladies inflammatoires. Là, on est passé par un stade un peu compliqué avec 15 lits, pour des Covid, de machin peu. On s'est dit que c'était largement suffisant. Donc, il est poussé, il y en a plus. Enfin, si on travaille bien, il doit plus en avoir. Et pour le nombre d'équipes paramédicales qui sont là aujourd'hui, je pense que si on demande beaucoup de personnes ce dernier mois qui vivent pour un traitement poussé, on se demande sur le Covid de on peut toucher, on doit être à même de faire en sorte qu'il y en ait plus. Et c'est tellement important que je vous ai mis 2 études. Regardez pas les détails. 400 personnes qui ont été suivies pendant 4 ans. Pour la moitié d'entre eux, on a commencé un traitement classique, on va dire moyennement efficace. Pour l'autre moitié d'entre eux, on a commencé un traitement d'emblée plus actif. Et ben, la différence, c'est si on commence par un traitement moins actif, alors c'est des gens, 400 personnes, c'est une moyenne, hein, on ne s'est pas attaché à un individu pour dire attention, il faudrait commencer par ci ou par ça. Si on commence un traitement moyennement actif au début, 4 ans après, on a 2 fois plus de chances d'avoir un handicap plus élevé que si on a commencé un traitement incisif, plus actif d'emblée. Premier résultat, précocement. Deuxième résultat, si on attend trop longtemps pour changer de traitement, soit on le fait très tôt, soit on le fait plus tard. Vous voyez, le handicap, il est à 3,5 ici, il est à 2,3 ici, c'est-à-dire qu'on a attendu trop longtemps, on a répercussion sur le handicap quelques années après, sur une grosse cohorte de patients, hein, 550 patients. On voit bien la différence hein, entre les deux. Là, on a commencé très tôt, bah, ça n'a pas beaucoup bougé dans le temps. Là, on a commencé plus tard, mais ça va plus. Alors, il y a des recommandations entre guillemets. C'est pas des recommandations officielles, c'est des recommandations des gens qui travaillent sur le terrain, qui est de dire bah, si au début de la maladie, on n'a pas franchement de critères d'activité inflammatoire importante, pas de critères pronostiques, qu'on a dit tout à l'heure, un peu négatifs, on peut se permettre de commencer par un traitement simple. Mais attention, on surveille très régulièrement l'IRM, au moins une fois par an, pour vérifier que rien ne bouge. Par contre, si on a des critères d'activité importants au début de la maladie, ou si ça bouge très vite dès le début de la maladie, là, il ne faut pas attendre et utiliser des traitements hautement actifs. Encore une fois, j'ai déjà dit, il faut tenir compte de la tolérance, il n'y a pas que l'efficacité, il faut tenir compte de la vie de la personne. Il y a des problèmes avec ces traitements concernant la grossesse, il faut faire des adaptations, il y a plein de médicaments qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Une maladie qui débute chez une femme de 30 ans, par définition, elle est en période de réflexion sur une grossesse. Donc il faut aussi l'anticiper. Il y a les facteurs infectieux, d'autres éléments qu'il faut gérer. Donc il n'y a pas que l'efficacité, il y a la tolérance et le mouvement de vie de la personne. Et encore une fois, c'est pour ça que les programmes, on trouve le terme éducation thérapeutique, c'est pas le traitement. C'est apprendre sur la maladie, apprendre sur les médicaments et s'adapter à tout un tas d'éléments qui sont liés à la maladie. Hein. Il n'y a pas que les traitements, il y a la grossesse, est-ce que je peux faire du sport, est-ce que j'ai le droit de voyager, est-ce que j'ai le droit de me vacciner. Donc ça, c'est l'éducation thérapeutique. Voilà. 2 mots pour conclure, je pense que vous l'avez compris. Hein. La base pour le diagnostic, la base pour le suivi des patients, la base pour la prise en charge thérapeutique, c'est l'IRM. Alors, on a fait des progrès. On injecte de moins en moins. On avait cet élément un peu perturbant qui était de dire qu'il faut faire, bien sûr, l'IRM du cerveau et l'IRM de la moelle épinière. Donc, on a deux. Sur le papier, c'est 2 examens différents parce qu'il faut changer l'antenne. Et les radiologues demandent est-ce que ça peut faire en 2 fois. Et souvent, ils sont remboursés sur la base d'un seul par un site officiel qui leur convient pas. Alors, tant qu'on utilisait beaucoup d'injections, on faisait en sorte de faire une première IRM non injectée sur le cerveau, une deuxième IRM injectée, cerveau moelle épinière, dans le même temps. Il y a des séquences qui ont été mises en place, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout le monde fait la même chose, partout, avec les mêmes séquences, les mêmes points de coupe. Donc maintenant, on peut se permettre, sauf cas particulier, de faire un contrôle régulier d'IRM non injecté, cérébral médulaire, dans le même temps. Les descendants de radiologie font l'examen dans un seul temps. On n'est pas obligé de lever le poids, on n'est pas obligé d'injecter. Après, s'il y a un doute, l'injection peut être faite. Donc cette IRM, elle a une place majeure dans le diagnostic, y compris pour les critères pronostiques qui vont dire attention, dans 10 ans, 15 ans, la maladie risque d'être plus embêtante dans cette situation plutôt qu'une autre. Et alors, c'est là,
en effet un intérêt majeur dans le suivi pour la prise en charge thérapeutique. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. De dire, ouais, il y a 3-4 nouvelles lésions, mais la personne va très très bien, alors, on ne va pas l'embêter, on va changer de traitement, prendre des risques avec un autre médicament. Non. Parce que 15 ans, 20 ans après, on va le regretter, la personne en particulier, peut-être le neurologue aussi. La sanction thérapeutique elle est complètement liée à l'IRM et on s'y adapte d'un point de vue personnel. Voilà ce que je voulais dire. Après, s'il y a des questions, Samy? Oui. J'ai bien écouté ce que vous avez dit concernant d'ailleurs progressif. Si on se met dans le cas du progressif, c'est-à-dire que l'idée est stable, le traitement est efficace, c'est ça. Dès que vous avez des symptômes, des séquelles, et vous avez l'impression de continuer de vous dégrader. Est-ce que nous avons à votre avis sur le changement de traitement ou pas par rapport à ça? J'ai répondu un peu à votre question tout à l'heure. C'est-à-dire, on continue à surveiller l'IRM aussi dans les formes progressives, parce que s'il y a une activité inflammatoire, s'il y a un traitement, il faut le changer, pour la même raison. Mais ces traitements qui sont utilisés dans les formes inflammatoires, qui sont actives, malheureusement, ils ne marchent pas bien, ou pas du tout sur le côté progressif. Probablement parce qu'on n'est pas sur la bonne cible et qu'il y en a une autre qui nous échappe et qu'on n'arrive pas à verrouiller. Donc c'est malheureusement classique qu'avec ou sans traitement, l'IRM ne bouge pas, il n'y a pas de signe d'activité inflammatoire, il n'y a pas de nouvelle poussée, et effectivement la personne nous dit peut-être que je ne bouge pas, mon IRM va bien, mais moi je ne vais pas bien, et ça continue à progresser. Mais ça continue probablement à progresser parce que les traitements n'agissent pas sur la bonne cible et on ne connaît pas cette bonne cible. Ce pourquoi, je l'ai dit aussi tout à l'heure, on espère que d'autres classes de traitement vont nous donner une solution parce que ces classes de traitement agissent sur d'autres cibles. Et on espère bien que ça va marcher. Pour l'instant, on n'a pas compris. Mais les formes progressives, c'est vraiment le perdant. Si vous voulez dire ça comme ça, c'est le perdant de tout ce qu'on appelle comme progrès dans la sclérose. Donc, on a fait très peu de progrès sur les formes progressives parce qu'on a du mal à découpler les mécanismes. On a du mal à découpler les mécanismes, on a du mal à trouver des cibles pour intervenir avec des traitements efficaces. Parce que tout l'arsenal thérapeutique dont on a parlé, là, c'est radicalement efficace sur l'inflammation. Mais toutes les études qui ont été faites avec ces mêmes médicaments dans les formes progressives non actives, ne marchent pas. Par contre, ça peut marcher dans les formes progressives actives. Compliqué, hein. C'est pour ça qu'on parle plus de facile. Là, on parle plus de progressif ou de rémitent, on dit actif ou pas actif. Après, c'est déstabilisant pour les patients, puisque souvent les gens nous disent, mais moi je suis où? J'ai une forme rémitante, là, j'ai pour le site qui est marqué rémitent, ou c'est progressif. Alors on dit, gentil, quelque part, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous êtes actif ou pas actif. Si vous êtes actif, redevable de traitement efficace et modification de traitement, pas actif, on continue le traitement, voilà, il n'y a pas de modification. Mais c'est un message qu'on a un peu de mal à faire passer. Nous, on est un centre, entre guillemets, dit spécialisé. C'est des IRM sans arrêt, sans arrêt. On va parfois apparaître, arriver à la consultation des gens qui n'ont pas eu d'IRM depuis 4 ans. Et quand vous regardez celle d'il y a 4 ans et celle du jour, enfin, du mois précédent, vous voyez qu'il y a 6-7 000 millions qui sont apparus. Même si la personne va très très bien, son traitement est très très bien toléré, c'est plus acceptable maintenant. Parce que le paiement de l'histoire est assez discutant. Vous avez vu le côté progressif de la maladie, hein. S'il y a beaucoup de lésions qui apparaissent dans les premières années de la maladie, on a plus de chances statistiques, donc de malchance, de passer en forme progressive. S'il n'y a rien qui bouge, et si on fait en sorte qu'il n'y a rien qui bouge, on ne passera pas en forme progressive. D'ailleurs, on commence à avoir des résultats. J'ai vécu bien maintenant dans les années 90, mais ça, c'est très important. Hein. C'est pas un traitement le plus efficace par rapport aux autres, mais qui peut être très efficace pour une personne donnée. On voit bien qu'on a impacté la forme progressive dite secondaire. Moins de personnes en phase progressive et beaucoup plus longtemps après. Que les données dont on disposait avant, il n'y a pas de traitement. Mais la phase progressive, c'est vraiment notre problème.